Nous évoquions tout à l'heure, à l'heure du déjeuner, avec justement le lauréat que nous allons récompenser ce soir, le nombre impressionnant de gens qui croyaient encore que la Terre était plate, les fameux platistes. Le nombre de professeurs confrontés, comme le disait Yanis à l'instant, à des croyances religieuses s'opposant aux connaissances ne cesse de grimper. Contre justement ces croyances et contre l'obscurantisme, il faut bien sûr des militants de la science. Nous en avons récompensé un. Je vais d'abord demander à M. Guy Langagne, ancien ministre, scientifique lui-même, de venir pour remettre le prix Sciences et laïcité à notre ami Étienne Klein. Cher Étienne Klein, c'est pour moi un plaisir et un honneur de vous remettre ce prix. Mais vous me permettrez, avant de me tourner vers le président du CLR, et dire combien je remercie le CLR d'avoir pensé à créer un prix Sciences et laïcité. Pourquoi? Parce que, on l'oublie souvent, mais c'est peut-être, et quelqu'un ne me démentira pas, c'est peut-être dans ce domaine que la laïcité est le plus attaquée. Tout d'abord, un exemple personnel. Il y a quelques années, j'avais présenté au Conseil de l'Europe un rapport. Le Conseil de l'Europe, c'est 47 pays, sur, c'est intitulé « Le créationnisme, les dangers du créationnisme dans l'éducation ». Et je disais simplement que le créationnisme, c'est-à-dire qu'au fond, le monde a été créé par Dieu tel qu'il est écrit dans la Bible, que le créationnisme pouvait être étudié dans le cas des religions, mais que c'est la théorie de l'évolution qu'il fallait enseigner. Le rapport, on a refusé, il avait été adopté à la Commission, on a refusé d'en discuter en assemblée plénière sur intervention directe du Vatican. J'ai la lettre. Le Saint-Siège considère qu'il n'est pas opportun d'adopter ce rapport. Par malheur, ils ont écrit le texte et j'ai le texte. Et effectivement, ça m'a beaucoup interpellé. Et puis, le Conseil de l'Europe, ce n'est pas la France. Il faut savoir aussi que l'évolution, l'enseignement d'évolution est interdit dans tous les pays musulmans. Mais revenant en France, je me suis dit, en France, enfin, c'est un pays de la laïcité, nous n'avons pas d'inquiétude. François Hollande nous a quittés, mais du temps de son prédécesseur, on a revoté les lois dites de bioéthique. Et dans les lois de bioéthique, il y a une partie qui concerne les cellules souches embryonnaires. Et peu importe ces cellules qui se multiplient à l'infini, qui sont, qu'on appelle pluripotentes. On peut devenir n'importe quelle cellule du corps humain. Et le texte, tel qu'il était présenté, interdisait quasiment les recherches sur les cellules souches embryonnaires. Les parlementaires, je n'étais plus parlementaire à ce moment-là, mais je connaissais bien Leonetti et Claes, qui est le président, s'étaient battus pour qu'on amende le texte. Et au dernier moment, l'ordre est venu du château, comme on dit, disant non, il faut voter le texte et donc quasiment interdire les recherches. Je me suis demandé pourquoi. Et vous pouvez consulter Internet et vous trouverez que le conseiller du président de la République sur ces questions écrit, alors qu'on lui demande pourquoi il est contre les études, les recherches sur les cellules souches embryonnaires, je n'ai pas à me substituer au Créateur. Je n'invente rien, c'est sur Internet, dans une république dite laïque, inutile de dire que ça m'a fait bondir. Mais ce n'est pas ce dont vous parlez, Étienne Klein. Simplement, vous me permettrez, cher Étienne Klein, vous êtes physicien, moi j'étais mathématicien, je dis j'y étais parce qu'il y a longtemps, vous me permettrez de dire ma désolation, une dramatique désolation, quand je vois qu'on n'enseigne plus les mathématiques. Et je pense que l'alpiniste que vous êtes comprendra mon image. Les mathématiques, ce n'est pas apprendre des formules. Les mathématiques, c'est un peu comme la montagne. On part d'une formule et on va à une autre formule. Et Étienne Klein, qui est un très grand montagnard, vous expliquera que l'intérêt de la montagne, c'est de gravir pas à pas avec son piolet comme on peut. Il peut y avoir plusieurs démonstrations, la face nord, la face sud, mais c'est ça. Et les mathématiques, c'est apprendre à raisonner. Qu'on l'utilise les mathématiques ou pas, peu importe,
et qu'on apprend aussi la modestie, parce que, comme tout chercheur, et Étienne Klein en parlera beaucoup mieux que moi, on se trouve confronté à des difficultés qu'on a du mal à surmonter. Et je considère qu'empêcher l'enseignement des mathématiques un jour dans le second cycle, c'est un crime contre la France. Je le dis très sincèrement. Alors, bon, Étienne Klein, je dois dire que je n'avais pas préparé ça. Le président m'a appelé il y a quelques heures en me disant que tu pourrais remettre le prix à Étienne Klein. Je dis avec plaisir. Moi, j'ai un petit-fils qui est un grand admirateur d'Étienne Klein et qui est venu. Cher Étienne Klein, tout le monde vous connaît. Vous êtes un grand scientifique, incontestablement, un grand physicien. Je ne vais pas détailler toutes vos nombreuses compétences, mais vous avez une qualité exceptionnelle, qui est celle de faire comprendre les choses les plus difficiles. Et dans la longue vie publique que j'ai eue, vie politique, j'ai toujours été attristé de voir la faible connaissance du milieu politique, pour qui j'ai beaucoup d'amitié, ne vous trompez pas, la faible connaissance dans tout le domaine des sciences. Et c'est dommage que François Hollande soit parti, parce que je lui aurais dit qu'il m'appuie. Si j'étais encore parlementaire, je ferais une proposition de loi en disant que tout parlementaire nouvellement élu doit faire un stage de 5 ou 6 semaines pour qu'on lui enseigne ce qu'est l'esprit scientifique. Et je pensais qu'on pourrait demander à Étienne Klein de s'y diriger ce séminaire. Mais Étienne Klein, j'ai hâte de parler, c'est vous qu'on est venu écouter, c'est vous qui êtes à l'honneur. Sincèrement, je suis très fier de pouvoir remettre cette médaille, ce n'était pas prévu au programme, mais réellement, merci de tout ce que vous apportez. Mesdames et messieurs, lorsque j'ai appris par un coup de fil matinal que le prix de la laïcité 2022 me serait décerné dans la catégorie sciences, je me suis senti honoré, mais également très surpris. Je suis très profondément attaché à la laïcité, mais je n'ai jamais eu l'impression de militer explicitement pour elle, ni par mes livres, ni par mes prises de parole ici ou là, sauf peut-être quand il s'agit de montrer qu'une croyance, ça n'est pas la même chose qu'une connaissance, et réciproquement. Je me suis donc demandé si ce prix n'allait pas être remis à une espèce d'imposteur, mais sans que cette impression désagréable m'empêchât de remercier très chaleureusement, en mon fort intérieur, le jury et son président pour avoir fait ce choix. Ce soupçon d'imposture s'est légèrement estompé lorsque je suis tombé par hasard sur les premières phrases du discours du général de Gaulle, discours du 4 septembre 1958, dans lequel il présentait la constitution de la Ve République. Il écrit « C'est en un temps où il lui fallait se réformer ou se briser que notre peuple, pour la première fois, recourut à la République. » Et il invite ensuite le peuple à faire de la République un bien commun, à s'en faire un bien commun, et il la définissait ainsi. La République, c'est la souveraineté du peuple, l'appel de la liberté et l'espérance de la justice. Et il ajoutait, c'est aussi un milieu commun. Et c'est cette expression milieu commun qui m'intéresse le plus ce soir. Ce milieu commun n'est pas au milieu, il ne sépare pas. Il est ambiant, ce qui est le propre d'un milieu. Et il n'est pas commun au sens de ordinaire. Il est plutôt transcendant, pour parler comme Régis Debray, avec qui je partage l'idée que la République réclame à tout le moins une sorte d'élévation collective. Je n'ai pas les compétences qui me permettraient d'énoncer tout ce qu'implique la notion de République dès lors qu'on la considère comme bien commun. Mais il me semble qu'il y a notamment cette exigence qui est qu'au sein de la République, les connaissances, notamment scientifiques, doivent pouvoir circuler à l'air libre, se répandre et s'enseigner sans rencontrer trop d'obstacles, que ceux-ci soient politiques, philosophiques, religieux ou idéologiques. J'y vois une affaire de cohérence. Les connaissances ont ceci de républicain qu'elles sont affaires publiques. La République, à défaut d'être elle-même savante,
accorde en effet aux connaissances une valeur propre, une valeur spécifique, une valeur qu'elles possèdent du seul fait qu'elles sont des connaissances. À ce titre, toute connaissance doit pouvoir être connue de tous, au moins en principe. Ni le théorème de Pythagore, ni le second principe de la thermodynamique, ni la formule E égale mc2, ni le boson de Higgs n'appartiennent à quelqu'un en particulier. L'idée de république et la notion de connaissance sont donc intriquées par nature, comme si l'une et l'autre tangentaient l'idéal d'universalité. Leur lien se trouve de surcroît renforcé par ce qu'Henri Bergson appelait la politesse de l'esprit, cette sorte de souplesse intellectuelle qui rapproche les humains et leur permet de s'épanouir en un monde commun, justement. Ce qui suppose que tout le monde puisse être en lien avec tout le monde et parler notamment de science. Mais il y a évidemment un problème. Le problème, c'est que la science n'est pas si facile à partager. De multiples causes sont régulièrement avancées pour expliquer cette situation. J'en ajouterai une. C'est que, à force de fabriquer de la fugacité, à force de promouvoir la vétille comme épopée du genre humain, les formes modernes de la communication se transforment en une vaste polyphonie de l'insignifiance. Dès lors, tout travail de discernement, de clarification, d'explication, de transmission de ce qui est complexe relève quasiment de l'héroïsme. Aucune pensée n'est immunisée contre les risques de la communication, disait déjà Théodore Adorno. Je pratique la vulgarisation comme beaucoup d'autres scientifiques. À première vue, cette entreprise remporte un franc succès. Vous écrivez des livres, ils sont lus, du moins par certains. Vous donnez des conférences, des gens s'y rendent et vous posent des questions pertinentes qui démontrent que les messages sont bel et bien passés. Mais si l'on fait les comptes, on réalise que le constat de ce succès est très fortement biaisé par l'oubli d'un truisme. La vulgarisation scientifique n'intéresse que les personnes qui s'intéressent à la vulgarisation scientifique. C'est-à-dire finalement très peu de gens, ainsi qu'on a pu le voir pendant l'épisode de la pandémie, où la présentation de la science et de la recherche ont été quelque peu défaillantes. La plus grande partie de la population, ce qu'on appelle le grand public, n'a guère de contact direct avec de véritables contenus scientifiques, qu'il s'agisse de résultats, de démonstrations ou d'expériences. Ils s'abreuvent à d'autres sources. Bien sûr, on ne saurait défendre une conception scolaire de la démocratie. Un citoyen qui se proclame indifférent aux sciences n'est pas un moins bon citoyen qu'un autre qui s'y intéresse, mais on doit tout de même tenter de garantir une égalité des accès à la connaissance. Nous ne sommes guère aidés en cela par le fait que l'un des espoirs des philosophes des Lumières a été déçu. Si, au moment de concevoir leur encyclopédie, Diderot et d'Alembert ont choisi d'y insérer de très nombreuses planches et illustrations expliquant en détail le fonctionnement d'une multitude d'objets techniques, c'était en vertu d'un principe qui leur semblait aller de soi. La technique, disait-il, en devenant visible, familière, serait implicitement vectrice de connaissances scientifiques. Plus nous nous frotterons à la technique dans la vie quotidienne, pensait-il, mieux nous connaîtrons et comprendrons les principes scientifiques qui ont rendu cette technique possible. Certes, il y a eu sans doute une époque où les hommes cultivés pouvaient comprendre tous les outils et toutes les machines qui les entouraient, mais les encyclopédistes n'avaient pas anticipé une autre réalité qui, au fil du temps, s'est imposée. Cette réalité, c'est que plus un objet technologique est complexe, plus son usage tend à se simplifier. Ainsi, presque aucun d'entre nous ne saurait dire comment fonctionne un ordinateur ou un téléphone portable, ce qui ne nous empêche nullement de nous en servir sans avoir besoin de consulter la moindre notice et sans que notre crasse ignorance nous fasse trembler d'angoisse. Ainsi, certains objets techniques à la fois familiers et très complexes en viennent-ils à masquer ou à marginaliser les connaissances scientifiques dont ils sont pourtant les conséquences. C'est pourquoi nous devrions davantage nous inspirer de la vivacité d'esprit,
de Michel Serres, à qui je veux rendre hommage ce soir, parce qu'il m'a encouragé à faire de la vulgarisation, nous inspirer de lui aussi bien pour l'éducation des plus jeunes que pour la diffusion des connaissances au sein de la société. Lui avait assidûment étudié les questions scientifiques et il était donc bien conscient qu'il existe un véritable érotisme des problèmes, un peu comme l'alpinisme, qui crée une véritable fête de l'esprit par l'association jouissive de réflexions, de connaissances, de récits, d'idées de génie. Si l'on veut donner le goût des sciences, il convient d'abord de donner du goût aux sciences. Par exemple, en prenant le temps d'expliquer, et pourquoi pas avec malice, les véritables histoires des découvertes, plutôt que les vulgates plates qui les résument et souvent les trahissent. Comment, au cours de l'histoire des idées, une connaissance scientifique est-elle devenue une connaissance digne de ce nom? La Terre est ronde, soit. L'atome existe, c'est entendu. Les espèces vivantes évoluent, c'est bien certain. Mais grâce à quels arguments, observations, raisonnements, expériences, errances, les humains ont-ils fini par le savoir? Sur quoi portaient les controverses qui, un temps, ont divisé leurs avis? Et qu'est-ce qui a mis fin au débat? Je ne laisserai personne dire qu'une telle démarche, qui est à la fois intellectuelle, politique et en un sens laïque, serait désespérée. Le prix qui m'est remis aujourd'hui va en tout cas me donner la force et l'envie de la poursuivre. Je remercie le jury d'autant plus vivement, ainsi que mes éditrices et éditeurs et la directrice de France Culture, grâce à qui je peux augmenter la portée de mes messages. Je vous remercie pour votre attention.